Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de Training University Center. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors avant de démarrer, je vous laisse bien sûr, comme chaque matin, prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Donc que ce webinaire est donné à titre uniquement indicatif et ne présente en aucun cas un conseil en investissement. Alors, la semaine dernière, on va dire plutôt vendredi, les marchés d'actions américains ont accéléré en fin de séance, notamment vendredi, parvenant donc à effacer les pertes qui ont été essuyées toute la semaine, en raison toujours du risque inflationniste et bien évidemment du resserrement anticipé de la Fed, de la politique monétaire américaine. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice de valeur industrielle, le Dow, a inscrit un gain de 1,3 points contre une hausse de 0,8 pour l'indice de référence financière mondiale, le S&P 500. Concernant le Nasdaq, que nous verrons bien sûr sur la partie technique tout à l'heure, fini la semaine plutôt inchangée, se maintenant donc en position plutôt de correction. Le marché a pris un petit peu connaissance vendredi d'un nouveau recul de l'indice de confiance des ménages, notamment de l'Université du Michigan, qui a touché son plus bas niveau depuis novembre 2011. Les prix à la consommation hors énergie et alimentation ont augmenté de 4,9% l'année dernière, selon l'indice, alors qui est un indice important, l'indice PCE, qui a été notamment publié vendredi, qui est à ce sujet l'indicateur préféré de la Fed en matière d'inflation. En clair, les indices américains ont connu, je dirais, un parcours agité la semaine dernière. Les investisseurs ont connu de fortes fluctuations en séance, alors qu'ils appréhendent bien sûr le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, avec un toile de fond, notamment avec en toile de fond, je dirais ce qu'on va voir tout à l'heure, la saison des résultats des entreprises qui n'est pas terminée, au contraire, qui est en train de battre son plein. Cette semaine, ça va être une semaine extrêmement agitée, puisque vous allez d'abord, dans un premier temps, le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de janvier, qui sera bien évidemment un élément clé pour les marchés, les investisseurs essayant d'évaluer un petit peu l'agressivité avec laquelle la Fed pourrait agir dans sa lutte contre l'inflation. Vous avez également les bénéfices des entreprises, avec notamment les géants de technologie Amazon et Google, donc plutôt la société mère, donc Alphabet. Voilà, la volatilité, je dirais, qui est assez élevée, je trouve, des marchés devrait se poursuivre, et notamment la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne, donc la BCE, ils vont se réunir cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui va être dit, notamment pour cette semaine. Donc, les économistes concernant le rapport de l'emploi qui sera publié comme chaque premier vendredi du mois, puisque ce vendredi-là qui arrive est le premier vendredi du mois de février. Les économistes prévoient que l'économie américaine crée plus de 155 000 emplois contre 199 000 en décembre, en raison bien sûr de la situation sanitaire, en raison de la variante notamment Omicron. Les indications d'une force continue sur le marché du travail pourraient renforcer, je dirais, les paris sur l'agressivité de la Fed. Donc, comme je vous l'avais évoqué, la Fed continue d'entrevoir une hausse des taux, comme je vous l'avais évoqué lors des précédents webinaires, au mois de mars à 90-95% que ça se passe, après notamment sa dernière réunion de politique mardi, mercredi dernier avec son président Jérôme Powell, qui a reconnu que les responsables pourraient agir donc encore plus rapidement que les 4 hausses de taux que les marchés ont déjà prévues, notamment pour cette année. Donc, vendredi, il faut dire que ce vendredi-là, comment il s'appelle, le président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, a déclaré que la Banque centrale, donc la Fed, pourrait relever ses taux d'un demi-point, ce qui pourrait être donc ce qui fait 50 points de base si, si les données économiques se justifiaient. En tout cas, Goldman Sachs prévoit que la Fed relèvera au moins 5 fois ses taux cette année contre 4 auparavant. La première hausse des taux étant attendue, bien sûr, au mois de mars, comme je vous l'avais évoqué. Alors, on revient bien sûr sur les
Un lot important cette semaine, c'est bien sûr le rapport sur les bénéfices qui est attendu, notamment les poids lourds, Alphabet, donc Google et Amazon, respectivement demain pour Alphabet, donc Google. Et alors attendez voir, c'est pas le bon, c'est pas le bon tableau que vous avez ici. C'est pas le bon tableau. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver le vrai tableau parce que c'est pas celui de cette semaine. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite, cette semaine, parce que cette semaine, vous avez Google, donc notamment demain, et vous avez Amazon. Alors Amazon, alors je vais voir si je peux les avoir. Earnings, c'est les earnings, hein, Whisper, bon, vous pouvez les trouver sur Internet, mais effectivement, allez, voilà, je pense que c'est ceux-là. Voilà, depuis une semaine, c'est celui-ci, je crois. Semaine importante, hein, semaine importante, notamment au niveau des graphiques. Voilà, c'est ceux-là. Ça, c'est voilà, les earnings de cette semaine. Bon, je vais vous agrandir tout ça. Donc, vous avez Alphabet dans un premier temps. Ensuite, bon, quelques publications. Donc, déjà, les valeurs technologiques, et bon, bien sûr, Amazon jeudi. Les valeurs technologiques sont sous pression depuis le début de l'année. Les investisseurs sont plus réticents à payer des valorisations élevées pour des valeurs de croissance. Dans un contexte de hausse des rendements, la Fed prévoit donc de durcir sa politique, comme je vous l'expliquais, pour maîtriser un peu l'inflation. Jusqu'à présent, les investisseurs se sont plutôt concentrés sur les prévisions et donc sur la mesure dans laquelle les entreprises s'attendent à ce que les problèmes d'approvisionnement mondiaux affectent un petit peu les résultats à l'avenir. Donc, les investisseurs étaient plutôt inquiets. On sanctionnait même des sociétés telles que Netflix. Hein, vous avez vu Netflix qui a considérablement chuté, JP Morgan également, et Tesla qui ont présenté des résultats décevants les dernières semaines. Donc les autres résultats cette semaine sont ceux, bien sûr, que je dis Google, bien sûr, Amazon, mais vous avez également Meta Platform, donc Facebook, vous avez General Motors, vous avez Ford, ExxonMobil, qui est un actif à surveiller de très près, qui peut être un actif extrêmement intéressant, laquelle je vous recommanderais. Vous avez Bristol Myers Squibb et vous avez Merck aussi. Bon, pas mal de choses intéressantes, notamment au niveau des publications de résultats. Autre chose cette semaine, vous avez bien sûr donc les indices américains qui ont considérablement chuté. Alors, il y a une chute assez brutale des actions américaines en janvier, qui ont incité certains investisseurs à commencer peut-être à examiner les valorisations des actions pour voir si c'est peut-être le bon moment pour acheter des actions à des prix avantageux. Il faut savoir que l'indice S&P, donc l'indice de référence de la finance mondiale, a chuté de plus de 9% jusqu'à présent en 2022, tandis que le Nasdaq de valeur technologique se trouve donc en territoire de correction après une chute de plus de 15%. Comme je vous l'avais expliqué, on est encore en territoire de correction quand on a une chute de plus de 10%, et on est en territoire de bear market lorsqu'on est à hauteur de 20% de chute. Pour le moment, c'est entre les deux, donc on est toujours en territoire de correction concernant le Nasdaq, mais est-ce que c'est la fin de cette correction? En tout cas, ces 2 dernières années, l'achat de titres après un repli a été payant pour de nombreux investisseurs lorsque les mesures de relance de l'ère pandémique ont propulsé un petit peu les actions vers une série de nouveaux records, mais avec jusqu'à 5 hausses de taux de Fed prévues cette année. Il faut savoir que les investisseurs doivent faire face à une nouvelle réalité, puisque là maintenant, la politique monétaire sera complètement différente de ce qu'elle a adopté en 2020-2021. En tout cas, la chute du marché n'a pas été précipitée pour les stratèges, notamment de Barclays, qui, si vous vous souvenez bien, en début de semaine dernière, ont déclaré dans une note qu'il était encore trop tôt pour acheter la baisse, notamment des valeurs américaines. En tout cas, la solidité des résultats du quatrième trimestre continue un petit peu d'affluer alors que la saison des résultats du S&P 500 n'est même pas encore à mi-parcours, pourrait donc
conforter les investisseurs qui cherchent un petit peu voilà, acheter avec une certaine décote des entreprises. Excepté cela, en Europe, vous avez bien sûr donc plutôt en Angleterre, puisque la Banque d'Angleterre, la BOE, devrait encore relever ses taux de 0,5%, soit 25 points de base, lors de la prochaine réunion qui aura lieu donc ce jeudi, afin de, bien sûr, comme le fait la Fed aujourd'hui, de maîtriser un petit peu ce contexte inflationniste qui n'a jamais été aussi élevé depuis 30 ans. En décembre, petit rappel, la Banque d'Angleterre est devenue la première grande banque centrale du monde à relever ses taux depuis le début de la pandémie. Et bien évidemment, les observateurs du marché seront très impatients d'entendre à ce que le gouverneur André Belay a à dire sur notamment l'évolution future des taux d'intérêt. En tout cas, la hausse des taux qui est attendue signifiera, je dirais, que le seuil de la banque pour commencer un petit peu à réduire son bilan d'achat d'actifs aura été atteint. Et ça pourrait commencer dès le mois de mars. Excepté la Banque d'Angleterre, vous avez bien sûr l'autre banque centrale en Europe, la BCE, la Banque centrale européenne, qui doit publier des données sur le PIB du quatrième trimestre et les chiffres de l'inflation de janvier, avant la réunion donc, de la BCE qui aura lieu le même jour que la BEE, donc ce jeudi. Les données donc, du PIB devraient monter, devraient plutôt montrer que la croissance économique a ralenti au cours des 3 mois se terminant donc en décembre, tandis que l'inflation continue, devrait, d'après eux, diminuer. Donc, il faut savoir que la BCE s'écarte un petit peu de la Fed et de la Banque d'Angleterre. Les perspectives d'une hausse des taux restent très éloignées par rapport au contexte actuel. Préfère toujours ce quantitative easing, ce programme de rachat d'actifs et cette planche à billets. En tout cas, les observateurs de marché, les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la BCE modifie sa politique monétaire, en tout cas cette semaine. Christine Lagarde, la directrice donc, de la BCE, doit plutôt relever le défi de faire savoir que les responsables politiques maintiennent leur position, je dirais, de faucon hein, sur l'inflation, tout en mettant fin aux spéculations prématurées sur les hausses de taux. Avant de passer sur le programme du jour, je voudrais bien sûr vous montrer un peu le calendrier économique. Il faut savoir que les marchés d'actions européens aujourd'hui devraient ouvrir en hausse dans le sillage un petit peu des gains de Wall Street vendredi soir, donc après bien sûr la publication des résultats d'entreprises qui ont été quand même, je trouve, assez robustes. Je pense qu'on est, voilà, si le marché parvient un petit peu à la conclusion que la Fed relève ses taux d'intérêt, parce que quand même, elle a pris du retard hein, sur l'inflation qui continue de monter et qu'elle s'efforce un petit peu de le rattraper. Il s'agit d'un scénario plutôt perturbant. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, les investisseurs suivront la première estimation du PIB, donc du produit intérieur brut de la zone euro au quatrième trimestre, ainsi que les chiffres de l'inflation en Allemagne en janvier, la croissance de l'activité manufacturière en Chine. Alors, il faut savoir qu'en Chine, c'est un jour férié aujourd'hui. Donc festival de printemps. Donc la croissance de l'activité manufacturière a ralenti en janvier en raison donc des mesures de confinement qui ont été mises en œuvre dans plusieurs villes en Chine pour empêcher un peu la propagation du Covid et surtout de la baisse associée de la consommation des ménages. L'indice PMI a reculé de 50,1 en janvier contre 50,3 en décembre. Par ailleurs, vous avez également tout ce qui est énergétique. Les cours du pétrole continuent un peu leur progression ce matin, après notamment avoir signé une 6e hausse hebdomadaire consécutive la semaine dernière. Quant au programme du jour, aujourd'hui, nous allons voir donc l'action Amazon qui donc publiera ses résultats. Vous avez le Nasdaq, le Palladium et l'USD JPY. On passe sur Amazon, donc l'action américaine. Alors, on va regarder l'action Amazon dans un premier temps. Voilà, donc là, vous êtes sur la configuration à gauche mensuelle, au milieu, vous avez hebdomadaire et à droite, vous avez le journalier. Hop, voilà. Alors, il faut savoir que donc, Amazon publiera ses résultats, donc ça sera jeudi
jeudi après la clôture de marché, donc ça sera jeudi 3 février après la clôture de Wall Street. Le consensus s'attend à ce que la plus grande société de commerce électronique au monde réalise un chiffre d'affaires de 137,73 milliards de dollars et un BPA, donc un bénéfice par action, de 3,72 dollars par action. L'action Amazon a souffert ces dernières séances, notamment de l'inflation, des salaires, notamment, des contraintes de la chaîne d'approvisionnement au cours des 6 derniers mois. Voilà, Amazon a tenté un petit peu de faire face à ces défis en investissant massivement dans des centres de traitement de commandes. Certes, les ventes en ligne ont bondi depuis la pandémie du Covid, qui a dopé un petit peu les bénéfices d'Amazon, mais la croissance des ventes a ralenti alors que les pénuries donc de main-d'œuvre et de chaînes d'approvisionnement rendent plus difficile la satisfaction de cette fameuse demande. En octobre, il faut savoir que la société a averti les investisseurs qu'elle pourrait réaliser des ventes de 140 milliards de dollars au cours du trimestre, notamment très active des fêtes de fin d'année, sans réaliser de bénéfices. Les actions Amazon sont en baisse de plus de 14% cette année, donc depuis début 2022, et ont clôturé donc vendredi à 2879,56, un pré-market à 2879 cet après-midi. Pour la partie technique, alors c'est ça qui est intéressant, on est sur ce qu'on appelle la Kijun, tout à fait. Donc on est sur la fameuse zone des 2190. Ça reste baissier puisqu'on est quasiment, voilà, on est sorti de ce fameux canal baissier techniquement, et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut effectivement prendre l'objectif qu'on a à l'intérieur de ce canal. Donc si je prends le delta que j'ai et je le reporte en dessous, là on peut aller chercher, généralement on est quasiment à l'objectif. On est quasiment à l'objectif. Donc généralement c'est ça, quand ça sort d'un canal, on reporte ce qu'on a à l'intérieur de ce canal pour déterminer un petit peu les objectifs qu'on peut aller chercher. En tout cas, sur du mensuel, pour l'instant, ça reste baissier, même si le marché peut rebondir ici sur cette zone de Kijun-sen, puisque ça fait office de support. En hebdomadaire, alors cassure ici, tentative de rebond à l'intérieur de ce canal. On touche la SSB de l'indicateur Ishimoku. Peut-être tentative de pullback. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on a ici une zone de support qui a été franchie. Voilà, je vais vous donner ça. Hop. Ça, c'est une zone de support qui a été franchie notamment la semaine dernière, puisque la semaine dernière, elle était… Voilà, vous voyez le point le plus bas ici du 1er mars 2021, on avait touché à cette période, je vais vous dire ça tout, le plus bas, c'était 2881. C'était également le plus bas de la semaine du 21 septembre 2020, également le plus bas de la semaine du 20 juillet 2020. Donc là, effectivement, la semaine du 18 janvier 2022, on est passé en dessous de cette zone-là. Donc le marché peut rebondir et repartir un peu plus bas pour aller chercher cette zone aux alentours des 2592, la zone que vous avez ici en place, qu'on appelle un plat SSB de l'indicateur Ishimoku. On va regarder sur du journalier, si on revoit plus ou moins la même chose. Alors sur du journalier, plutôt sur du court terme, on peut avoir effectivement un rebond technique, une phase de respiration à hauteur de 2950, voire 3080, mais la dynamique est plutôt baissière, dans le sens où la cassure a été faite en hebdomadaire, donc on peut aller chercher cette zone-là à la hausse. Mais bon, là, je préfère plutôt vous privilégier plutôt une orientation à la baisse que plutôt un achat, même si vous pouvez tenter le rebond technique aux alentours des 2900, 2950, ce qui fait quand même quasiment presque 100 points de variation quand même à la hausse. Mais bon, vous pouvez chercher 60, 70 points à la hausse, ce qui n'est pas mauvais en soi. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central, et là, c'est des analyses plutôt moyen-long terme, puisque l'analyse, elle est faite sur du journalier, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Tant qu'on est en dessous des 2992, on prend des opérations baissières pour aller chercher 2593. Donc, premier scénario, premier objectif, voire 2513, deuxième objectif, tant qu'on est en dessous. En revanche, si on nous passerons au-dessus des 2992, là, le marché s'inverse et on pourrait avoir un rebond pour aller chercher les 3136, voire les 3223. On passe sur le Nasdaq. Alors, Nasdaq a fortement chuté
Alors Nasdaq, voilà. Donc a fortement chuté depuis le début de l'année 2022 avec une baisse de près de 13%, voire 15%, pardon. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'indice revienne de plus belle donc à des niveaux records. L'indice a été confronté donc à une bataille sur deux fronts. Un, la hausse des taux, on en a parlé plusieurs fois. Et de deux, vous avez également la baisse des estimations de bénéfices. Donc là, en l'occurrence, ça signifie que le Nasdaq pourrait avoir du mal un petit peu à trouver son équilibre au cours, en tout cas, des 6 prochains mois, en attendant bien sûr la hausse des taux prévue le mois de mars. Donc, bien sûr, tout dépend de cette fameuse hausse de taux, en tout cas la première, et aussi des rendements obligataires. En tout cas, on attend à ce que la Fed pourrait relever donc, ses taux au mois de mars. Des baisses significatives donc, du marché sont susceptibles de se produire, en tout cas au cours des 6 prochains mois, parce que le marché boursier est en train de se réajuster un petit peu en fonction du resserrement de la politique monétaire et donc de la hausse des taux. Certaines actions sont susceptibles, je dirais, de mieux performer que d'autres, en tout cas durant ce processus. En particulier les actions qui ont connu une croissance des bénéfices plus importante et dont les valorisations, je dirais, sont plus faciles à gérer. Je parle par exemple de l'action comme Facebook, enfin Meta Platform, qui a connu une hausse spectaculaire au cours des 2 dernières années, mais a également enregistré une forte croissance des bénéfices. L'action se négocie à hauteur de 21 fois. Hein, je parle de Meta Platform. Alors, je ne pense pas que ce soit une action à travailler puisqu'elle est quand même assez risquée. Mais elle se négocie quand même à 21 fois des estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois sur une base historique. Voilà, alors que l'action pourrait facilement chuter lors d'une baisse d'une marché plus large. Et donc, bien sûr, la valorisation plus faible de cette action peut offrir un niveau où les investisseurs voient de la valeur dans Meta Platform, donc dans Facebook, qui pourrait soutenir donc les actions. D'autre part, vous avez également des actions comme par exemple Shopify qui pourrait connaître aussi une période plus difficile. Il faut savoir que Shopify a déjà fortement chuté. Bon, je vous inviterai bien sûr à regarder son action, mais elle a fortement chuté. Elle se négocie tout de même à hauteur de 15,6 fois ses estimations de vente pour les 12 prochains mois, alors qu'historiquement, elle a tendance à se négocier entre 9 et 12 fois les ventes. Voilà, ça suggère plutôt qu'il pourrait y avoir une baisse supplémentaire de l'action lors d'une liquidation plus large du marché. Donc en clair, si les taux d'intérêt, je parle de la partie fondamentale, taux d'intérêt augmente à partir de maintenant et que le succès du marché des actions a suivi la baisse des taux, il semble tout à fait naturel que le marché se réinitialise, se formate complètement et s'adapte à ces changements. Pardon. Donc ça signifie que il y a un potentiel, bien sûr, pour que les bénéfices soient plus faibles, de sorte que les valorisations comptent finalement une fois de plus, en clair. Sur la partie technique, le Nasdaq de l'ère technologique, si on regarde un peu le mensuel, alors aujourd'hui, c'est la dernière journée mensuelle. Donc, ce qui veut dire que cette bougie que vous voyez là sous les yeux, la rouge, c'est la dernière bougie, puisque là, vous êtes sur un graphique mensuel. Ce qui veut dire que si on casse cette zone, vous voyez, que vous avez en bleu, tout nous porte à dire que le mois prochain, on peut avoir un rebond technique vers les 14 870. Donc, le marché pourrait faire ça, pourrait repartir, chercher donc cette zone que je viens de montrer. Donc, je veux continuer la ligne et tout simplement faire ce qu'on appelle un pullback vers cette zone qui sera résistance et continuer sa forte décélération si, bien évidemment, si le marché le mois prochain ne dépasse pas cette zone-là. D'où la gestion, bien sûr, des stops, où là, effectivement, on peut le mettre en dessous et aller chercher beaucoup plus bas. Donc ça peut être une des possibilités liées aux fondamentaux actuels. Au niveau hebdomadaire, le marché tente un rebond sur cette zone que vous avez ici en rectangulaire. Donc là, on a eu une zone de support assez importante. Donc le marché fait rebond dessus. Donc le marché peut aller chercher le prix, peut aller chercher les 15 190. Intéressant. Donc à surveiller de très près. Ça reste baissier d'une manière générale, même si on peut avoir quelques rebonds techniques. Mais on voit que c'est au bord du gouffre. On voit que cette zone, est-ce qu'elle va tenir ou pas?
En tout cas, c'est intéressant de voir comment va réagir le marché. Ici, nous avons une forme de doji, hein, vous voyez ce chandelier japonais. C'est une forme, un peu comme vous l'avez ici. Vous voyez, après une chute, vous avez une sorte de doji ici, le marché est reparti à la hausse. Donc, on peut avoir cette semaine une semaine assez intéressante à la hausse. On pourrait aller chercher les 14 630, voire 14 695, ce qui fait à peu près par rapport au prix actuel plus de 200 points. Sur du journalier, alors on a la Tenkan-sen qui bloque pour l'instant le prix à aller plus haut. Donc il a tenté tout à l'heure de repartir à la hausse. Mais si aujourd'hui il casse, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher les 78,60%, soit les 14 895, voire la zone que vous avez ici. Mais c'est vrai que tout dépend de la journée de ce fameux lundi 31 janvier, qui est la dernière journée du mois. Donc la clôture mensuelle, la clôture journalière, intéressant à surveiller de cela de très près. On va voir ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent toujours une baisse. Vous êtes sur une analyse daily, donc une analyse en journalier. Donc on est en dessous des 14 625, objectif 13 700, 12 940. Donc ça, c'est sur moyen terme, hein. Ce sont des analyses qui sont faites. Chaque bougie, vous avez ici, représente une journée de cotation. En revanche, si on passait au-dessus, là, c'est plutôt le marché qui se renverse et on pourrait chercher les 15 150, voire les 16 000. On passe sur le palladium. Je ne vais pas trop développer sur la partie technique. Le palladium qui a énormément souffert en 2021, qui se reprend de plus belle pour cette année 2022. J'en ai parlé lors des précédents webinaires. Une zone technique intéressante que vous aviez eu ici, la zone de support majeur, où effectivement en mensuel, on avait touché cette zone-là. Donc c'était en décembre 2021, on en a parlé plusieurs fois, où effectivement on était sur les zones des 1600, 1700 dollars longs. C'est là, on est passé à 2373, qui est un actif que j'ai surveillé depuis un petit moment. Notamment depuis cette divergence baissière, notamment cette zone de support technique qui est assez importante puisque c'est une zone qui a lancé le prix du marché à la hausse depuis le 2 mars 2020, puisque depuis la zone le mois de mars 2020, on est passé quasiment des 1550 à peu près à un record historique aux alentours des 3019,50. Donc, tout nous porte à dire que le marché a encore un énorme potentiel pour aller chercher d'abord cette zone-là que vous avez ici, aux alentours des 2627, voire les 2930. En tout cas, en mensuel, on va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, on est à peu près dans la même configuration. Là, vous avez la zone de support ici. Vous avez également une résistance oblique. Alors, bien évidemment, cette résistance oblique que je viens de vous tracer risque de bloquer l'accélération sur le palladium. Donc, pour l'instant, le palladium est très, très, très bien orienté. Mais rien ne confirme que cette cassure pourrait avoir lieu, puisqu'on est sur de l'hebdomadaire. Si effectivement le marché en fin de semaine clôture au-dessus, alors là, on peut aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Et c'est le graphique en journalier qui pourra vous donner plus de visibilité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc là, vous avez effectivement le graphique journalier. Donc là, je vous avais tracé en hebdomadaire cette résistance oblique qui bloque pour l'instant le prix à aller plus haut. Donc, on peut avoir un retracement du palladium pour repartir après par la suite. Donc, ceux qui souhaitent travailler là-dessus, bien évidemment, on reste haussier. Bien évidemment, la tendance et la dynamique, l'inertie est fortement haussière. En revanche, on est suracheté, donc on peut avoir une correction, donc une petite correction, et aller repartir à la hausse. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui, eux, envisagent, alors c'est une analyse qui est faite ce matin à 5h23, donc ça, c'est une analyse daily. Donc l'ensemble des analyses que je vous donne aujourd'hui, ce sont des analyses moyen-long terme avec objectif de tenir avec des objectifs à 2558, ce qui fait beaucoup, hein, ce qui fait quasiment 200 points par rapport au prix actuel. Et deuxième objectif, 2643,25, tant qu'on est au-dessus des 2248,25. Et en revanche, si on passait en dessous des 2248, là, le marché s'inverse et on pourrait chercher le 2107,25. On va passer sur le dernier actif, l'USD JPY, toujours l'accélération du dollar américain contre le yen japonais. Le USD JPY a connu de fortes turbulences la semaine dernière, et il y a 2 semaines, pardon. Donc là, on a eu une cassure de cette fameuse résistance oblique qui a eu lieu donc, le mois de mars 2021. Et depuis, le marché ne fait qu'accélérer. Quelques petites vagues baissières, mais la tendance reste fortement haussière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dépassé donc, la zone technique
Donc là, vous avez la résistance que vous avez ici qui a été franchie tout simplement le mois dernier. Donc, tout nous porte à dire que le marché peut encore aller chercher les 117,10, voire les 118,40. Donc, là, voilà, la dynamique est fortement haussière. On a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé d'un drapeau. C'est exactement ça. Vous avez ici une forme de drapeau. Donc là, vous avez ça. Hop, je vais vous donner le graphique si vous le souhaitez. Et généralement, vous reportez ce que vous avez à l'intérieur de cette impulsion haussière de ce drapeau pour aller chercher des objectifs, ce qui donne un petit peu des objectifs que vous avez ici sur la zone de résistance aux alentours des 118, ce qui fait à peu près 300 points. Juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est un drapeau, je vais essayer de vous trouver la configuration graphique. Donc la configuration graphique, c'est plus ou moins ça. En fait, ce n'est pas un grapho, c'est plutôt un fanion. C'est à peu près ça, ce que vous avez là. Donc un fanion et drapeau. Et si c'est un drapeau, dans 87% des cas, bon, il y a une continuation haussière, ça c'est sûr, mais au niveau de l'objectif, c'est ce que vous avez avant le drapeau. Et si c'est un fanion, pareil. Voilà. Alors, juste un instant, on va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Donc, les analystes trading central, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Prévoit toujours une hausse vers les 116,35, voire les 117,40. Une analyse qui a été faite ce matin à 6h29,50, tant qu'on est au-dessus des 113,40. Donc là, on a effectivement même un double top, c'est ça qui est intéressant. Là, vous avez une forme de double top, pardon, double bottom, donc une forme de W que vous avez, donc petit pullback, et le marché normalement a tendance à accélérer derrière. Donc, premier au-dessus de 116,35, deuxième au-dessus de 117,40. Voilà pour ce lundi 31 janvier 2022. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle revue.